Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous présente aujourd'hui la licence d'histoire. Il y a deux manières de procéder, soit une inscription sur le site de Brest, où il y a deux parcours qui se situent à la fin de la L1, donc pour la L2 et la L3, un parcours histoire-sciences politiques et puis un parcours histoire-géographie. La Juste, deuxième façon de juste, procéder, oui. je me permets, L1, c'est première année En fait, d'histoire, L2, voilà, L2. la L1, en fait, je précise parce que sur Parcoursup, il y a un peu un malentendu. Sur Parcoursup, on vous demande tout de suite de choisir entre le parcours histoire, sciences politiques et histoire-géographie. Mais en fait, c'est un premier choix qui sera confirmé à la fin de la L1. La L1 est générale, donc il n'y a pas de parcours en licence 1. Le parcours ne s'applique vraiment que pour la L2 et la L3. J'insiste aussi, mes collègues de géographie le diront tout à l'heure, le parcours histoire-géographie de la licence d'histoire, ça n'est pas une bilicence histoire et géographie. Si vous voulez vraiment faire de la géographie, il faut s'inscrire en licence géographie. Par contre, le parcours histoire-géographie, vous faites une licence d'histoire et vous avez un peu plus de géographie que par rapport, vous avez plus de géographie que par rapport à une licence classique d'histoire sciences politiques. Maintenant, il y a quand même un parcours assez unique à Quimper, mais qui ne se retrouve pas sur le site de Brest. C'est le parcours histoire, art et archéologie, où vous faites de l'histoire de l'art, de l'histoire et de l'archéologie. Mais j'insiste, ce parcours n'est pas disponible à Brest, il faut aller à Quimper pour cela. Et de la même chose pour le parcours histoire sciences politiques, il n'est pas disponible à Quimper, il n'est disponible qu'à Brest. Alors, à qui s'adresse cette licence? Je l'ai mis sur le diaporama, plutôt à des titulaires d'un bac général, même si chaque année, il y a des gens qui n'ont pas fait un bac général qui s'inscrivent, mais c'est quand même plutôt pour des titulaires d'un bac général et plutôt, même si ça n'est pas excluant, plutôt pour des élèves qui auraient passé les spécialités suivantes. HGGSP, bien sûr, bien évidemment. SES, qui peut être un très une très bonne porte d'entrée pour la licence d'histoire. Les humanités, LLCE ou LLCA. Mais je l'indique, chaque année, il y a des gens qui ont fait des parcours purement scientifiques, si on veut, maths, physique, chimie, mais qui arrivent très bien en université d'histoire. En première année, je le disais, c'est une année assez générale qui donne une large culture générale. Il n'y a pas encore de spécialisation en première année. Vous faites de l'histoire ancienne, de l'histoire médiévale, de l'histoire moderne ou de l'histoire contemporaine. C'est les quatre grandes périodes. Mais vous pouvez aussi choisir des options, préparer notamment votre parcours histoire-géographie avec des cours en géographie. Voici à quoi peut ressembler une semaine d'un étudiant en première année d'histoire. Donc, je le disais, vous faites les quatre grandes périodes historiques. Ça va de l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours. Et en L2 et en L3, si vous choisissez par exemple la licence Histoire Sciences Politiques, vous avez moins de cours d'histoire ancienne et d'histoire médiévale, mais plus de cours d'histoire moderne et contemporaine, donc grosso modo du XVIe siècle à nos jours, plus axé sur la science politique. À l'inverse, si vous choisissez le parcours Histoire-Géographie, vous conservez ces quatre périodes et vous y ajoutez de la géographie. L'objectif, les grands objectifs de la licence d'histoire, eh bien, je dirais que c'est une licence qui offre une culture générale complète, hein, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. On y apprend aussi l'argumentation scientifique, hein, comment rédiger un texte en histoire de manière très scientifique. Et je dirais que les trois grandes compétences acquises, euh, tout d'abord, eh bien, on insiste sur l'acquisition d'un esprit critique qui se confronte, qui se développe grâce à la confrontation aux documents historiques. C'est donc le deuxième point. L'intérêt est d'analyser des sources différentes, hein, ça peut être un texte d'histoire romaine, hein, un texte de Cicéron, par exemple, comme un texte lié à la Seconde Guerre mondiale. C'est se frotter à différents textes qui n'ont pas les mêmes conditions d'écriture.
Et puis, troisième grande compétence, eh bien, rédiger des synthèses sur des sujets qui sont complexes, mais on vous pousse à essayer de rédiger des textes de synthèse sur des vastes questions. En termes de débouchés, eh bien, je dirais que nos étudiants s'orientent soit en master recherche en histoire, soit en master en sciences politiques. Beaucoup le font après une licence histoire sciences politiques. Et puis aussi, on a pas mal d'étudiants qui ensuite, après la licence d'histoire, préparent les concours de l'administration, notamment à l'IPAG, présent ici à Brest. Donc tout un tas d'administrations ouvrent des concours chaque année. Et c'est vrai que la capacité de rédaction en histoire permet de présenter euh, ce genre de concours. Les métiers visés donc sont essentiellement l'administration, les études politiques, beaucoup le journalisme. Parfois, on en a eu dans les instituts de sondage. Deuxième volet de déboucher, bien sûr, les métiers de l'enseignement. Et là, j'insiste, si certains et certaines veulent devenir professeurs d'histoire-géographie, eh bien, il faudrait choisir le parcours histoire-géographie hein, pour ne pas décrocher dans cette deuxième discipline. Et puis, un troisième volet, les métiers du patrimoine. On a des débouchés dans les musées, dans les archives, qui ont besoin de monde. Et là, le parcours histoire, art et archéologie à Quimper est le mieux placé pour viser des métiers dans le patrimoine. Je terminerai rapidement en vous signalant ce qui me semble les avantages d'une telle formation. Le premier avantage, c'est l'ouverture intellectuelle sur des périodes méconnues. Hein. Chaque année, il y a des étudiants qui nous disent, ah, le sacre de Charlemagne, enfin le couronnement de Charlemagne, les périodes anciennes que je pensais connaître, ben, en fait, je les connaissais pas très bien. L'Ancien Régime en France, avant la Révolution, je connaissais pas très bien ça, et c'est ça qui peut être un moteur à une ouverture intellectuelle. L'intérêt de cette licence, c'est aussi qu'on vous offre la possibilité de beaucoup lire, hein, de beaucoup passer du temps, de passer un temps considérable à la bibliothèque, et finalement d'être stimulé intellectuellement par la lecture et par l'écriture. Chaque année, hein, il y a des étudiants qui nous disent avoir amélioré considérablement leur écriture et je terminerai par ce point positif. Merci. On vous remercie. Vous n'avez pas d'étudiants. Eh ben non, elle m'avait dit qu'elle venait, mais C'est pas grave. elle n'est pas venue. Ce que je vous propose, comme vous avez un impératif Oui, horaire, on va tout de suite passer aux questions oui. qui vous sont posées. Il y a déjà des questions qui sont arrivées. Je vais passer la parole à ma collègue Sandrine Bergeon. Peut-on faire une licence d'histoire avec une spé maths physique? Oui, 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 bien sûr, c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir fait HDGSP, SES, Humanité, mais chaque année, j'ai des élèves très, très motivés qui ont fait physique, chimie, c'est ça, c'était la question, c'était maths, physique, chimie, Oui, et maths qui, physique, spé maths voilà, physique. ouais, SP, maths, physique, chimie, et qui s'en sortent très, très bien, il y a aucun problème là-dessus. Voilà, en général, ça se passe très bien. Alors pour un élève de L1, combien d'heures constitue l'emploi du temps? Alors, je regarde à peu près hein, sur ce que je vous ai mis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 16 heures à peu près par semaine. 16 heures, sachant qu'on demande, il y a du travail fait en bibliothèque à côté, quoi. Euh, alors, quel est le taux d'admission en licence d'histoire? Alors, en licence d'histoire, il y a à peu près, chaque année, nous avons à peu près 150 inscriptions en licence 1. Si vous voulez le taux d'admission en licence 2, c'est ça que la question, ou c'est la question du lycée à la première année? Je pense que c'est par rapport à Parcoursup. Ouais, à Parcoursup, je serais incapable de vous donner le taux exact, mais nous ne sommes pas une filière tendue, c'est-à-dire que on a, on n'atteint pas le seuil, donc je veux dire, il y a de la place. D'accord. Alors, il y a une question qui arrive, mais
peut-être que vous pourrez apporter une précision. En quoi consistent les métiers de l'administration et en quoi la licence d'histoire y est-elle adaptée? Alors, pour Ah, alors, précision, ouais, on a eu une conférence ce matin par l'IPAG qui a ouais. déjà apporté pas mal de renseignements. Donc, cette conférence sera possible d'être vue en replay par la suite sur notre site. Mais voilà, c'était juste une précision que je souhaitais apporter. Oui, bah en fait, dans l'IPAG, il faudrait consulter en effet cette conférence. Il y a tout un tas de concours. Ça peut être de la police, la justice, ça peut être dans les finances publiques, par exemple. Et souvent, en fait, pour accéder à ce genre de parcours, il faut une licence. Et la licence d'histoire permet de, disons, avoir une solide culture générale pour les épreuves de culture générale de ces IPAG. Hein, il y a des épreuves de culture générale. On demande des synthèses, par exemple, sur le monde au XXe siècle, sur les relations internationales. Et ce genre de licence, comme d'autres, hein, c'est pas la seule, mais nos élèves réussissent assez bien l'entrée à l'IPAG euh, grâce à cette culture générale acquise pendant 3 ans. Combien d'heures de cours y a-t-il en licence 2 et 3? En licence 2 et licence 3, c'est à peu près pareil, c'est entre 16 et 20 heures. Très bien. Mm. Je pense que c'est tout pour l'instant par rapport à pardon, à la licence d'histoire. Mm. Est-ce que vous avez d'autres choses à préciser par rapport à la licence d'histoire avant qu'on ne vous libère? Bah, j'ai l'impression que c'est bon hein, de mon côté. J'espère avoir été complet. Voilà. Très bien. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention. Je vais repasser la main à ma collègue Valérie Dormocrache et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Donc, on va passer la parole maintenant à Monsieur Lebert. Je m'appelle Yvan Lebert, je suis enseignant-chercheur à l'UBO et donc géographe et je dirige le département de géographie, donc la licence de géographie et aménagement que je vais vous présenter. Et je suis accompagné d'Éloane qui va se présenter tout de suite et qui vous parlera après. Moi, je suis Éloane Quingeoré-Jard, je suis étudiant en troisième année de géographie et aménagement à l'UBO et je suis responsable de l'association de la licence, dont je vous parlerai tout à l'heure aussi. Voilà, donc la géographie à l'université, pour ceux qui nous rejoindront, eh bien, vous verrez que c'est très différent de la géographie du lycée. D'ailleurs, on a un département indépendant et on enseigne à des étudiants en histoire, mais essentiellement à des étudiants en géographie. Je ne reparlerai donc pas du parcours histoire-géographie qui est surtout coordonné par les historiens. Alors, la géographie s'adresse à tous les étudiants titulaires d'un baccalauréat. On est, comme les historiens, nous ne sommes pas une discipline en tension, c'est-à-dire que tous ceux qui demandent à être inscrits en géographie sont admis. Alors effectivement, on a beaucoup de dossiers sur Parcoursup, mais c'est le jeu parce que en tant que lycéen, vous allez candidater à différentes formations. Mais au bout du compte, on arrive à des petites promotions d'environ 50 étudiants et donc les 50 candidats sont bien entendu acceptés. Voilà, alors pour la géographie, l'idée c'est comme de s'intéresser aux questions de société, aux problématiques environnementales, à l'aménagement et à l'occupation de l'espace, parce que c'est une discipline qui s'intéresse justement à ces questions spatiales. D'ailleurs, c'est la seule discipline qui accorde autant d'importance à l'espace géographique. Je vous montrerai un peu le planning du second semestre de la première année juste après. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en géographie, il y a trois grands domaines qui ne sont pas indépendants, mais qui dialoguent entre eux. Ceci dit, les collègues enseignants ont chacun leur spécialité. Donc le premier domaine, c'est la géographie physique, qui s'intéresse à l'évolution sur le temps le cours du géologue qui remonte à l'ère primaire. Nous, on s'intéresse essentiellement au processus contemporain et du quaternaire, donc avec des approches parfois géohistoriques. Donc l'évolution des paysages, l'évolution de l'environnement, l'évolution du climat, et tout ça à l'aune des contraintes naturelles, mais aussi des ressources que procurent ces environnements. Et donc le dialogue là s'établit avec la géographie humaine,
dans laquelle on raisonne à l'échelle de la société, pas tellement à l'échelle des individus, hein, comme le feraient les ethnologues ou nos collègues sociologues. Donc la société, des aspects liés à la démographie, c'est-à-dire l'évolution de la population, les ressources, j'en ai déjà parlé, donc notamment ressources énergétiques, mais tout ce qui a trait également à l'agriculture, par exemple, les activités et les mobilités, donc intégrant toutes les problématiques liées au transport, puisqu'on est dans une dimension spatiale, et aménagement du territoire notamment, et ça fera le pont avec ce que vous présentera Jocelyn Talec juste après sur la géoarchitecture. Et le troisième volet, c'est le traitement des données spatialisées, donc la géomatique, où on repart sur les bases de la cartographie, de la représentation graphique avec une grammaire graphique qu'on appelle la sémiologie graphique, qu'on apprend à maîtriser pour produire des beaux documents, mais pas seulement esthétiques, mais surtout efficaces d'un point de vue graphique pour faire passer un message. Donc ces outils graphiques et cartographiques, c'est du dessin, mais ce sont des logiciels spécialisés en cartographie automatique pour aller progressivement en deuxième année vers les systèmes d'information géographique. Puis, je ne l'ai pas mis ici, le traitement d'images satellitaires, la télédétection en troisième année. Donc, exemple d'emploi du temps, ben voilà, on est sur 15 à 20 heures par semaine. Le principe, alors sur chaque semestre, vous allez retrouver ce trinôme géographie physique, humaine et géomatique, intégrant du traitement de données statistiques. Vous avez entre 15 et 20 heures de cours par semaine, cours magistraux ou travaux dirigés, ou travaux pratiques, incluant du terrain. Je reviendrai dessus avec l'idée que bah, il y a du travail personnel, je crois qu'Elouane reviendra dessus, mais nous, ce qu'on attend, c'est que vous arriviez à la semaine réglementaire des 35 heures, c'est-à-dire la moitié en présentiel, l'autre moitié, c'est votre travail personnel. Bon, je n'insiste pas tellement dessus. Diapo suivante, voilà les objectifs de la formation. Alors, du coup, ah oui, voilà. Voilà, donc bah, je l'ai déjà un petit peu dit en préambule, comprendre les enjeux sociaux, environnementaux et puis les dynamiques d'occupation de l'espace, analyser les dynamiques géographiques des territoires, voilà, ça, je vois ma diapo en entier. Évidemment, on aborde les questions de géopolitique parce qu'on travaille à différentes échelles. En géographie, on est habitué à jouer avec les échelles. On va travailler parfois à l'échelle locale, celle de la commune ou celle d'un site, et puis on va également travailler à des échelles nationales, régionales et puis internationales, notamment tout ce qui est géopolitique lié aux ressources. Et donc c'est à cette échelle-là également qu'on s'intéresse aux questions des changements climatiques et aux enjeux de la transition écologique. Les compétences acquises, elles sont variées au regard des trois domaines dont je vous ai parlé. Donc, savoir faire une recherche documentaire, bien sûr, pour l'exploiter, extraire des données, être capable de les analyser, y compris par des méthodes statistiques. En géographie, la part du terrain est très importante parce que c'est un point d'entrée sur la compréhension d'un territoire, notamment à travers des lectures de paysages. Donc, c'est une des compétences qu'on développe avec des outils qu'on utilise sur le terrain, de commentaires photographiques, des croquis, des schémas, de la cartographie. L'enquête sur le terrain s'intéresse aussi aux gens hein, dans la composante géo-humaine. Donc, on forme techniques d'enquête de sciences humaines. Donc, des enquêtes, des questionnaires, des entretiens, directifs, semi-directifs. J'en ai déjà parlé, l'analyse, la représentation des données à l'aide d'outils statistiques et cartographiques. Et puis, bien sûr, comme l'a exposé notre collègue historien, savoir rédiger, mettre en forme un document écrit, savoir exposer oralement ses résultats. Excusez-moi, je vais réussir à faire passer. C'est bon, voilà, ça y est. Alors, les débouchés possibles, je vous ai mis ici quelques portraits de certains de nos anciens diplômés, il y en a bien d'autres. Voilà, vous voyez que les profils sont très variés, y compris les pompiers. Hein. Voilà, donc la poursuite d'études. Alors, la licence de géographie, à partir de la troisième année, donc la L3, se décompose en deux parcours. L'un qui s'appelle le métal et qui a une coloration littorale. Ça reste de la géographie générale, mais on l'aborde à travers le terrain qui est à proximité de Brest, c'est-à-dire le littoral et nos spécialités en recherche également.
Et le second, plus consacré à l'aménagement, dont vous parlera Jocelyn Talec après. Quand on arrive en troisième année, on a aussi la possibilité d'aller chercher des licences professionnelles, licences pro, dans d'autres établissements. À l'UBO, on n'en propose qu'une dans le domaine du tourisme et elle est à Quimper. Donc licence pro, puis master. Alors à Brest, les débouchés naturels entre guillemets de la licence de géographie, c'est un master tourisme à Quimper, un master de gestion de l'environnement littoral à Plouzané, donc à l'IUM, qui est la composante marine de l'UBO, et un master de géoarchitecture dont vous parlera Jocelyn juste après. Voilà. Et à l'échelle nationale, l'idée aussi, c'est que la formation soit suffisamment générale, que les compétences acquises soient également suffisamment complètes pour vous ouvrir la possibilité d'aller postuler sur d'autres formations dans plein de domaines différents que je vais évoquer, en environnement, en aménagement, en géomatique, etc. Par exemple, à Rennes, nous avons des collègues qui animent un master de géomatique et d'aménagement du territoire, qui a pas mal de succès auprès de nos étudiants qui s'y rendent après. Les métiers possibles, vous voyez, on peut devenir voyagiste de haute montagne, directrice du Musée national de la marine. Bon, voilà, c'est des métiers un peu particuliers. Les plus fréquents, c'est chargé d'études en aménagement et en urbanisme, donc en bureau d'études, des gestionnaires d'espaces naturels, si on s'intéresse aux questions d'environnement, avec là la nécessité d'avoir des compétences naturalistes, chargé de mission. Alors la géomatique est un domaine qui recrute pas mal, et donc souvent en collectivité territoriale. Géomatique, ça veut dire que vous faites de l'analyse de données spatiales, vous travailler sur système d'information géographique, sur le terrain, pour produire notamment des cartes, celles que vous voyez éventuellement dans les plans locaux d'urbanisme, dans les schémas de cohérence territoriale. Enseignant. Alors, effectivement, dans l'enseignement du secondaire, il est préférable de prendre le parcours histoire-géographie pour avoir l'histoire aussi. Et puis, évidemment, il y a le domaine de la recherche, moins d'emplois, évidemment, mais des possibilités qui supposent d'avoir fait un master puis une thèse. Et donc, j'en viens en plus de la formation. Je vous ai mis une photo à gauche, il y en avait une autre au début. La dimension terrain est importante dans notre formation, ça veut dire qu'on sort quand même beaucoup. On va rencontrer des acteurs, on va visiter des terrains à plusieurs occasions, donc dans le cadre des enseignements, dans le cadre d'un voyage en L3, et puis dans le cadre aussi d'un festival de géographie auquel on se rend tous les ans à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, donc là je vous ai mis la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel à pied, en short et par 0 degré en février 2019. Bon, les plus, c'est des promotions de dimension humaine, puisque en L1, on a 40 à 50 étudiants, en L2, une trentaine, et en L3, une vingtaine. Ça dépend des années, parfois c'est un peu plus, parfois un peu moins, mais ça veut dire qu'il y a une réelle proximité avec l'équipe pédagogique. L'intérêt de la géographie, c'est une discipline qui est l'interface entre environnement et société, je dirais aussi entre lettres et sciences. Et donc, si on n'a pas un profil scientifique dur, c'est une occasion de rester dans une approche scientifique qui peut faire appel à des données statistiques, à la cartographie, à des outils, de la mesure, etc. Nos travaux sont généralement appliqués en licence, donc on fait du traitement de données, on demande à réaliser des dossiers, des exposés. Il y a un mémoire de recherche en troisième année, donc du terrain, comme je l'ai dit. Et puis des débouchés qui sont très variés. L'intérêt de la géographie, c'est que c'est une discipline très ouverte. À titre d'exemple, en licence, on est à la fac de lettres. En master, on est à l'IUM, la composante marine de l'UBO. Et nos doctorants, souvent, viennent d'origines variées. Il y a des historiens, il y a des politologues, il y a des sociologues, il y a bien sûr des géographes, mais ils font tous des thèses de géographie. Voilà, donc je vais laisser la parole à Elouane pour donner son point de vue d'étudiant, et puis nous répondrons à vos questions par la suite, qui sont très pour Alors, du coup, moi, je suis Eloane, hein, je le redis, mais je suis un étudiant de troisième année. Je vais vous donner mon point de vue sur la licence. Et comme je le disais, j'ai recueilli les avis de différentes personnes de la promotion. La promotion, c'est la classe. Différentes personnes qui viennent d'univers divers et variés, hein, franchement. Moi, je venais d'un bac plutôt géographie, enfin, AGGSP, SES. On a des collègues qui étaient en sciences, d'autres qui sont en spé maths, etc. Donc tout le monde est accepté, c'est ça qui est bien, tout le monde est le bienvenu. Après, ce qu'on aime le plus dans la licence, disons, c'est la diversité des approches, dans le sens où on va à la fois travailler sur le social, comme Iwan l'a dit,
sur les villes, les populations, mais aussi sur la physique. Moi, je n'étais pas du tout quelqu'un de scientifique. Et en fait, aujourd'hui, je découvre que c'est ce que je préfère, travailler sur de des reliefs, etc. Un point fort qui est beaucoup revenu, c'est aussi les terrains, parce que du coup, le terrain, ça permet de sortir, mais aussi de se rencontrer, de discuter avec les enseignants, mais aussi au sein de la promo, entre étudiants. Pareil, c'est une promo on est franchement une petite promo, donc déjà, ça entraîne qu'on est tout le temps dans la même classe, tout le temps ensemble, qu'on s'entend globalement tous bien, et qu'il y a une vraie proximité avec les enseignants, ce qui permet, si on a un souci, d'aller les voir, mais c'est plutôt quelque chose de très agréable. C'est pas que de l'amphi où le prof ne nous connaît pas, etc. C'est très très agréable. Et puis les sujets en géographie sont quand même assez actuels, hein, sur l'environnement, sur les questions climatiques, etc. Un peu de politique, etc. C'est une licence, bon, elle est exigeante, faut pas se mentir, hein. Elle nécessite de la lecture, des recherches personnelles pour développer sa culture générale et aussi être curieux, on va dire. Faut être ouvert. Et l'important, c'est du coup d'être prêt à travailler. Donc au moins venir en cours, ça c'est obligatoire pour pouvoir suivre, c'est le plus important. Et après, travailler, c'est ça, presque l'équivalent du même nombre d'heures de cours à partir de la L2 et de la L3 que chez soi qu'en présentiel. Mais après, pour revenir sur la ville de Brest, moi je suis originaire de l'Ille-et-Vilaine et j'ai décidé de venir à Brest plutôt qu'à Rennes pour justement la taille de la licence, aussi pour le parcours métal qui est le parcours mer qui débute en L3, et aussi parce que Brest c'est une ville qui est plus petite que Rennes, disons qu'on s'y retrouve facilement, etc. Et surtout aussi pour la proximité avec les enseignants, c'est pour ça que je suis venu. Et en termes de débouchés, quand j'ai demandé à mes collègues, il y en a certains qui veulent plus partir dans l'urbanisme, d'autres dans la gestion de milieux naturels, dans l'eau, etc. Moi, j'aimerais bien partir dans la géomorphologie, donc c'est l'étude des reliefs de la Terre. Après, c'est très large, franchement, il y a je sais plus combien de centaines de masters qui sont possibles après la géographie, mais beaucoup. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et aussi, du coup, je suis responsable l'association de la licence. On organise des événements, des voyages, et c'est toujours assez sympa parce que le fait qu'on ne soit pas nombreux, ça permet d'organiser des choses qui soudent et qui durent longtemps. Donc, on va dans les Vosges, comme le disait Iwan, tous les ans pendant 3 jours. C'est vraiment un chouette moment. On vous remercie, Éloine. Il y a des questions pour vous. On va peut-être vous les poser et puis laisser la parole à Monsieur Talek après, du coup. Il y a plusieurs questions. Peut-on travailler sur l'étude des fonds qui ne sont pas marins? Les fonds lacustres. Certainement. J'imagine. Alors à Brest, on travaille plutôt sur les fonds marins, mais il y a certainement un master quelque part en France qui s'intéresse plutôt au milieu lacustre. Comme c'est pas ma spécialité, je le connais pas, mais oui, très certainement. Est-ce que c'est ouvert aux géographes? C'est bien possible parce que il y a un certain nombre d'enseignements, de formations qu'on partage avec les géosciences. Donc la réponse est probablement oui, mais je ne m'engage pas trop non plus. Est-il possible de faire la licence de géographie avec un bac technologique STAV aménagement? Oui, oui, comme je l'ai dit, nous, à partir du moment où les étudiants sont titulaires d'un baccalauréat, ils peuvent rentrer en première année de licence en géographie, mais je pense que ce qu'a expliqué Antoine aussi, en histoire aussi, vous basculez dans un autre système. Vous allez tirer parti des compétences acquises au lycée, mais essentiellement dans votre mode de travail, d'un certain nombre de connaissances aussi, mais on repart avec l'idée de constituer un socle de connaissances commun à une promotion. Donc, vous pouvez arriver de n'importe quelle discipline. Y a-t-il des sorties pour constater certains aménagements produits dans les villes? Oui, même il y en a pas mal parce qu'on a deux unités d'enseignement de géographie urbaine et puis surtout une unité d'enseignement en aménagement du territoire au cours de laquelle les étudiants, j'allais dire, sont invités, sont obligés de réaliser un exposé sur le terrain, donc qui se déroule dans la ville de Brest. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, on va aller observer des aménagements en cours, des équipements. Des aménagements réalisés, et l'étudiant présente ce travail et on en discute. Et par ailleurs, nos sorties sur le terrain, Elouane a parlé du Festival de géographie, mais on a aussi un petit voyage de 3 jours avec les L3 et on va voir d'autres villes. Cette année, on est allé du côté de la Turballe, la Baule et Nantes. Très bien. Ce sera tout pour les questions sur la géographie pour l'instant. Je vous Très bien, remercie. merci.
Merci. Merci, on vous libère et on laisse la parole à Monsieur Talek pour la présentation de la licence 3 parcours aménagement et urbanisme. Oui, merci beaucoup. Alors, je suis enseignant-chercheur en aménagement de l'espace et urbanisme, hein, qui est un peu considéré comme une discipline à part entière. Moi, j'ai fait des études de géographie, après par la suite d'économie ou autre, mais bon, je vais revenir un peu sur cette spécificité de ce que peut constituer l'urbanisme et l'aménagement, parce que peut-être que c'est pas forcément très, très clair également pour des étudiants qui sont encore, enfin, des lycéens pour le coup, des futurs étudiants du moins dans le secondaire. Je remercie Yoann également d'avoir présenté un peu l'aménagement et l'urbanisme comme une composante de la géographie parce qu'elle est, hein, c'est vraiment ça. Et je suis également accompagné de Julie Joutel, qui est la présidente de l'association des étudiants de notre formation. Alors, nous concernant, c'est pas une formation post-bac à proprement parler, hein. C'est un parcours, donc une spécialisation qui advient après 2 ans déjà d'études post-bac dans différents champs disciplinaires. Si vous avez étudié l'histoire, les sciences politiques ou la géographie, la biologie également, vous pouvez très bien intégrer le parcours aménagement et urbanisme de notre formation qui se déroule non pas à la faculté des sciences humaines ou sciences sociales, mais vraiment à l'UFR de sciences et techniques de l'Université de Bretagne occidentale. C'est lié également à des liens et des relations avec d'autres champs disciplinaires qui relèvent un peu de la biologie, des sciences dites environnementales ou autres, qui s'articulent ces questions un peu socio-écologiques également de l'aménagement et de l'urbanisme. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que l'urbanisme et l'aménagement? On n'a pas forcément donné de réponse là, mais on va dire que c'est des modes d'action, pour ainsi dire, des politiques publiques ou autres qui cherchent à développer, transformer des morceaux de villes et de territoires. Donc des villes de grande taille, des petites villes, des villes moyennes, Brest, Quimper ou autres, par exemple des projets urbains, transformation de quartiers de gare, etc. Et on peut agir après à d'autres échelles beaucoup plus larges, par exemple les mobilités à l'échelle de la région Bretagne, etc. Donc c'est toute une série de réflexions, de l'avenir que l'on souhaite, à l'aune par exemple du changement climatique, pour transformer nos espaces, ce que nous y faisons, et donc notre environnement un peu du quotidien. Et ça articule des documents également de planification ou autres que vous avez peut-être saisis, par exemple des PLU, des plans de déplacement, etc., que vous, sans le savoir, en fait, en tant que lycéen ou lycéenne, vous retrouvez dans tout ce maelstrom également de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, pour qui, dans un premier temps? C'est vraiment pour des étudiants qui ont déjà validé 2 ans d'études supérieures, et cela dans différents champs disciplinaires et qui sont intéressés par tous ces aspects également de transformation de notre cadre de vie. Urbain, certes, nous vivons majoritairement dans les villes, mais on peut vivre également dans le périurbain, des territoires ruraux qui font face à des problématiques d'enclavement, de renouvellement un peu de leurs activités socio-économiques ou des espaces également naturels. Donc, les étudiants et étudiantes qui viennent, ils viennent de parcours antérieurs, bien entendu la géographie, comme Limouane l'a présenté, mais également du droit, de l'histoire, de la biologie, géologie, également sciences éco, et également les IUT ou les buts, comme on dit désormais, carrière sociale ou autre. Donc, l'aperçu d'un peu d'un programme de troisième année, c'est vraiment l'acquisition un peu de fondamentaux, d'un socle de connaissances commun et partagé à travers la diversité des champs qui composent également l'aménagement et l'urbanisme. Par exemple, l'histoire du bâti, de son évolution ou autre, du cadre environnemental, cadre urbain. On introduit les enjeux que rencontrés à l'échelle des espaces naturels, ruraux, urbains, bien entendu, les principes de l'urbanisme, les modèles d'aménagement ou autres qui ont traversé un peu une époque relativement contemporaine. Et après, toute une série d'outils techniques qui sont mobilisés par les aménageurs et les urbanistes également dans leurs travaux après par la suite en bureau d'études, en collectivité. Comme Yoann l'a présenté également, techniques d'enquête, recueil de données, traitement géographique par la cartographie, etc. Toutes les dimensions également techniques, juridiques ou autres. Après, dans un autre point, l'exemple type de semaine, on va dire, c'est relativement dense. Mais en fait, il y a des moments qui sont dédiés à des travaux de terrain également et en salle sur des travaux de mémoire ou autre. Ça, cette semaine. La semaine prochaine, il me semble, bien entendu, il y a des yeux de fondaments
d'enseignements un peu fondamentaux en urbanisme, sur les questions environnementales, sur les formes urbaines, le dessin, les outils techniques, etc. Mais tout ceci s'articule en fait autour de temps de travail individuel et collectif qui sont réalisés en salle autour des questions, autour des travaux par exemple de mémoire, etc. Parce que comme en géographie, comme Yoann l'a présenté, le BER vous sera amené à investir un peu des champs de recherche également en aménagement de l'espace et urbanisme dès la L3. Donc, travailler sur un petit sujet, comme ça, de manière collective, et un sujet qui vous intéresse, qui vous anime, et à partir duquel vous allez pouvoir manipuler, utiliser un peu l'ensemble des outils que nous dispensons au sein de notre formation, cartographie, technique d'enquête, analyse de données, etc. Donc, ce sont l'ensemble de ces éléments. Donc, les semaines sont relativement pas chargées, dirais-je, mais vous serez occupé et vous serez amené également à investir, à faire un travail personnel de lecture ou autre, comme dans n'importe quel champ disciplinaire. Donc, c'est un champ disciplinaire qui se retrouve à la croisée, certes, des théories en urbanisme ou autre, de la pratique, mais surtout du terrain et de la rencontre avec des acteurs institutionnels locaux, des collectivités territoriales. On peut penser certes aux mairies, mais également aux intercommunalités, comme Brest Métropole, Quimper, Bretagne occidentale, ou des communautés d'agglomération, des habitants également de ces territoires. Donc, l'aménagement, l'urbanisme, ça embrasse bon nombre de nos pratiques. Nous habitons, nous nous déplaçons, les acteurs cherchent à planifier. Par exemple, à Brest, actuellement, il y a l'aménagement de la seconde ligne de tramway ou autre. Ben, ce sont toutes des actions un peu de planification des transports, des projets urbains comme les Capucins à Brest, etc. et qui s'articulent aux grands enjeux contemporains autour, par exemple, de la transition socio-écologique. Comment faire advenir des villes, des territoires sobres d'un point de vue écologiques, qui font appel à la mobilisation de ressources également locales, etc. Donc, c'est vraiment la modification du cadre de vie Le articulée à des conte- grands enjeux contemporains qui traversent nos sociétés et que vous pouvez également appréhender sous l'angle de la géographie, de l'économie, des sciences politiques ou autres. Donc, l'acquisition, enfin, technique pour collecter des données à travers la réalisation de diagnostics territoriaux, des réflexions préopérationnelles, etc. Donc, voilà, la question de l'action publique. Et donc, les compétences, vous serez amené à acquérir des compétences pour réaliser des travaux de terrain, des connaissances très fondamentales à la croisée de différentes disciplines sur les dynamiques urbaines et donc les territoires, l'évolution des villes, l'évolution des territoires et les questions un peu juridiques, techniques ou autres qui environnent un peu les transformations. Donc après, le schéma classique, hein, c'est le master. Master urbanisme et aménagement. Ici, à Brest, on a deux parcours, urbanisme, développement et aménagement environnement. L'un s'articule plutôt au projet urbain en tant que tel, ou projet d'aménagement, et l'autre s'articule plutôt aux composantes environnementales de l'aménagement et de l'urbanisme. Bien entendu, après, c'est les doctorats. Les promos également en L3 sont relativement de proximité également très petites, hein, c'est 20-25 étudiants de proximité avec les enseignants. En master, c'est une quarantaine d'étudiants ou autres, donc voilà, partagés. Et donc, il y a un environnement très, très collégial également. Donc, le niveau des métiers, voilà, c'est chef de projet, responsable de chargé de mission en aménagement, transport, mobilité, habitat, logement, développement économique des villes et des territoires, prévention des espaces naturels ou autres. Et les plus de la formation, il y a vraiment une vie associative très dynamique avec deux associations étudiantes, également GeoArchi, un stage de 5 semaines en L3 qui est obligatoire, donc une première appréhension de la professionnalisation autour des métiers de l'aménagement au sein de collectivités ou en bureau d'études, des séjours sur le terrain, que ce soit à Paris, à Ouessant, également à l'étranger. En Master 1, l'année prochaine, les étudiants se rendent à Lisbonne. L'année dernière, ils ont été à Budapest. L'année prochaine, ils iront peut-être à Dublin. Et une reconnaissance auprès également des différents acteurs de l'aménagement et l'urbanisme, notamment de la formation qui est dispensée, à savoir l'OPQ, l'Office professionnel de qualification des urbanistes, des relations marquées avec l'apéro, l'association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, également à l'échelle européenne, à travers l'AESOP, l'Association of European School of Planning. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais laisser la parole à Julie, si elle est là également, pour présenter un Oui, peu. très rapidement. Ouais. Oui, Oui, oui. très bien. Tout simplement, du coup, pour être rapide, je vais vous faire un retour un peu sur mon année de L3, du coup, l'année dernière. Moi, cette année, je suis en Master 1 et je suis arrivée par la L3 en faisant d'abord une licence d'histoire, puis après en refaisant 3 ans en BUT carrière sociale, ville et territoire durable. Et je suis arrivée en L3 à l'Institut de l'architecture l'année dernière. Euh, pour résumer, l'année de licence 3, ça se résume vraiment
en 3 grands points, je dirais, parce on a 2 mémoires à effectuer durant l'année. Par exemple, moi, mon mémoire de premier semestre l'année dernière, c'était sur les villes du futur. Toujours quelque chose qui était très utopique, etc. Et mon deuxième mémoire était un peu plus porté sur la ville de Brest et notamment à quoi elle aurait ressemblé si elle n'avait pas été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, ces devoirs-là, ça nous amène à rencontrer des acteurs, à faire des relevés, à analyser des quartiers, à faire du terrain, à faire des entretiens. Le deuxième gros point de la licence, c'est les voyages, comme l'a expliqué Jocelyn. L'année dernière, on a effectué une semaine à Paris où on a pu visiter différentes ZAC, rencontrer aussi des acteurs qui sont directement sur le terrain parisien et une semaine de relevé enfin, un côté plus relevé environnementaux, on va dire, sur l'île de Ouessant. Et un stage aussi à effectuer, un stage de 1 mois environ. L'année dernière, moi, j'ai pu effectuer mon stage au sein du service droit des sols de Brest Métropole. Et par exemple, ça m'a ouvert une opportunité pour l'été dernier où j'ai pu aussi travailler en job saisonnier en service droit des sols dans la mairie de ma commune. Donc voilà, après, on a conscience que ça peut paraître intense comme formation, comme licence, mais on progresse vite et on est fiers rapidement de ce qu'on produit. Il faut savoir qu'on n'est jamais seul face au travail, on peut compter sur les professeurs, sur les autres étudiants, même des étudiants d'autres promos. On avance aussi beaucoup en cours sur nos projets. Il y a une vraie ambiance de promo, donc pareil, en lien avec l'association qui organise pas mal d'événements, un séminaire de rentrée. Cette année, on est allé à l'île Tudy. D'habitude, ça se fait sur des îles bretonnes. Voilà, dans le temps, il y a la visite de site, il y a des sorties. Par exemple, les sorties, les cours de dessin se font dès que possible en fonction de la météo à l'extérieur. On a beaucoup de projets de groupe, un projet de groupe aussi. Julie? Et voilà, donc l'urbanisme, ça nous apprend à voir un peu ce que les autres ne voient pas. Et c'est pour ça que ça rend l'étude très intéressante. On vous remercie beaucoup, Merci Julie, beaucoup, pour la Julie. richesse de ce témoignage qui donne très envie. Merci pour votre enthousiasme. On a juste une question. Je vais laisser la parole à ma collègue Sandrine Bergeon pour la question. Comment intégrer le parcours en L3 quand on est déjà dans la licence L2 géographie? Alors, bah, c'est relativement simple. Licence L2 géographie n'importe où, que ce soit à Brest, Rennes ou autre, bah, via la plateforme e-candidat, tout simplement, quoi. On postule, on s'inscrit quand on vient de l'extérieur. Après, quand on vient, par exemple, si on est à Rennes ou je ne sais où, à Lorient, etc., et à l'UBO, bah, on s'inscrit tout simplement dans le parcours aménagement et urbanisme, quoi, de la licence, tout simplement. Il y a pas de chose particulière à faire quand on est interne à l'UBO et quand on est à l'extérieur, eh ben, on revient via la plateforme e-candidat. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Julie, également, Oui. pour son témoignage. Alors, pour conclure cette visioconférence très intéressante, il me reste à remercier tous nos intervenants, enseignants ainsi qu'étudiants, et à vous souhaiter une bonne poursuite dans votre démarche d'orientation. Voilà, merci à tous et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.